qu'est-ce qui justifie ces cohabitations de fait entre deux personnes de sexe différent et non mariées sur le plan coutumier, civil ou religieux? Si le ministère de la Justice reconnaît à travers son site Internet que le concubinage a du vent en poupe dans nos sociétés, qu'est-ce qui empêche sa légalisation? Quels sont les avantages et les limites du concubinage dans le contexte camerounais? Comment comprendre qu'en l'absence de liens de droit entre concubins et malgré les conséquences qui pilulent, la pratique du concubinage reste fort entrée et socialement acceptée au Cameroun? Twilight interroge le concubinage comme option valide de vie de couple et vous propose les éclairages d'intelligence fleurie et aguerrie, mordus des questions légales, sociétales et religieuses liées au concubinage. Bonsoir, une pause et on se retrouve bien installé. Professeur Claude Abbé, sociologue, est parmi les panélistes de ce soir. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation et bonsoir à l'ensemble des participants à cette émission ainsi qu'à vos téléspectateurs. À vos côtés, maître Firmin Chetou Kameni, avocat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khaled, bonsoir à tout ton panel, bonsoir aux téléspectateurs de CIATV News. Également sur la table de débat de Twilight, en présentiel, bien sûr, François Osama, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le mariage et la famille. Parmi ces ouvrages, Le mariage, un itinéraire de foi, perspective africaine, édité aux éditions Masseux en 2013. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CIATV. Je signale aussi que vous êtes notamment fondateur de l'association École des fiancés. Tout à fait. Autre invité sur ce plateau en présentiel, révérend Thomas Mbega, pasteur, journaliste des religions, directeur de publication du journal La Lucarne. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'amitié que vous me faites sur TV News et c'est un plaisir d'être là. Je crois pouvoir apporter le point qui fera impulser peut-être la réflexion et bouger les lignes. Merci encore pour l'amitié renouvelée de la CIATV par votre entremise. Nous aurons également la contribution en ligne de Isabelle Nyassa Obama, entrepreneur maman. Auteur de Le célibat n'est pas un échec. On entrera en contact avec elle, notamment tout de suite, puisqu'elle est déjà en ligne. Bonsoir, Elisabeth Nyassa Obama. Je le disais, vous êtes entrepreneur, maman, et auteur de Le célibat n'est pas un échec. Mais dites-nous d'entrée de jeu, quel est votre regard sur le concubinage ? Bonsoir Carlette, bonsoir à tous les autres panélistes. Le concubinage étant encore appelé union libre entre deux personnes de sexe opposé caractérisée par une vie commune stable et continue. Je ne l'encouragerai pas. Tout simplement parce que quand on marche, quand on va dans une direction, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction. Je ne vais pas me lever pour aller, par exemple, au marché central en baissant la tête. Je risque de ne pas arriver au marché central. Donc vous voyez bien que pour entrer dans le concubinage, il faut prendre le temps d'échanger avec l'autre, prendre le temps de savoir si réellement cette situation nous arrangerait également à l'autre. Là, vraiment, on est consentant d'y entrer. Très souvent, des personnes y entrent sans réellement savoir pourquoi ils y vont. Mais ils y vont comme ça, tête baissée. Et c'est vraiment assez dangereux parce que on ne pose pas les mots. On ne sait pas combien de temps est-ce qu'on va pouvoir supporter le concubinage. Il faut vraiment échanger dessus de façon claire et de façon précise pour que nous-mêmes, nous soyons à l'aise avec la situation et que l'autre y soit aussi. Donc c'est pour ça que je ne l'encouragerai pas, à condition que, bien sûr, si on arrive à des personnes qui échangent sur le sujet et qui, cette situation les arrange, là, par contre, ça va. Mais très souvent, les gens ne prennent pas le temps d'échanger sur pourquoi est-ce qu'ils se mettent en concubinage. Et c'est pour ça que je ne l'encouragerai pas. Merci
Elisabeth Nyassa Obama, merci pour ce premier geste, cette première réponse sur le plateau de Twilight en direct de la France. Nous vous remercions pour cette présence de retour sur ce plateau, révérend Thomas Mbega, vous qui êtes pasteur, journaliste des religions. Notamment, c'est dit que vous avez quand même une vue sur l'effet de ce concubinage, la pratique en société. Quelle est votre analyse? J'aime bien souvent le dire à profusion. Vous ne pouvez pas être sous le pupitre et ne pas être au contact de la dimension sociale et même sociologique, et environnementale. Nous rencontrons les familles, nous rencontrons tout type de personnes et le concubinage, pas plus tard qu'hier et avant-hier. J'ai vu la face hideuse du concubinage, justement. Ces deux êtres que je ne vais pas citer ici au niveau des antennes, qui se sont mis ensemble près de 15 ans. Sauf que rendu à un point FIN, la femme voulait clarifier la situation entre les deux. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Mais entre-temps, beaucoup d'eau avait coulé entre les ponts. Parce qu'en réalité, madame avait eu don d'un terrain de ça, mais au-delà de ce terrain, elle faisait ses cotisations pour faire un chantier. Et tout de suite, son partenaire, lui, il avait des visées compliquées dans le chantier. Mais derrière, il n'ambitionnait rien avec la dame. Et il a fallu un concours de circonstances dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici dans les méandres. Il se passe tout simplement que quand elle dit « essayons de clarifier sur le plan juridique tout ce que nous avons bâti pendant 15 ans », le monsieur de lui dire « nous n'avons rien à bâtir ensemble et d'ailleurs cette maison c'est ma maison ». À la surprise générale, c'était une cassure brutale avec des déchirures graves. C'était pour dire que je suis personnellement au contact de ces choses, tout comme les chers panélistes qui sont sur le plateau, le professeur, tout comme l'avocat. Et nous sommes désolés. Sauf que, avec votre permission, en une seconde, je vais parler comme pasteur, mais je vais parler aussi comme un observateur de la société. Parce qu'on a vite fait de diaboliser le concubinage, de noircir le concubinage. Et je voudrais bien qu'au sortir de cette émission, que l'on sache qu'il y a concubinage et concubinage. Et quelle différence vous faites entre les deux? Oui, il y en a qui sont dans un concubinage implicite, les situations de la vie. Parfois, on est sorti d'un veuvage. Il y a des choses qu'on veut préserver, qu'on veut protéger de l'autre côté. Et on ne peut pas officiellement s'engager dans un mariage. On se lie d'amitié, entre guillemets, dans une forme de concubinage. Nous avons ces cas. Nous avons des cas de personnes qui ont opté délibérément, sur le plan même de la religion, de vivre leur célibat. D'autres sont rentrés dans une option de VSCS, comme parlaient les Canadiens, c'est-à-dire que vie commune mais séparée. Et c'est l'opportunité de faire un clin d'œil à nos juristes. On ne va pas laisser ces gens choir, tout simplement parce que notre modèle, ce que j'appelle souvent notre construit, nous a phagocyté. Il y a un construit dans lequel, dès que vous dites que vous êtes en union libre, on vous regarde de la tête à la plante des pieds, on vous dénigre. À partir de ce moment, j'ai dit non. On ne peut pas tout de go, de manière péremptoire. C'est pas que je vais prendre les pieds au tapis de notre collègue collaboratrice qui a intervenu depuis Paris. On ne peut pas de manière péremptoire répondre à la question que vous avez placardée sur le thème en termes de oui ou de non. Il faudrait bien aller au cas par cas. Il y a des cas, personnellement, où je ne vois pas pourquoi, même en tant qu'homme d'église, on doit pouvoir forcément diaboliser ce type de concubinage. C'est des concubinages qu'on ne va pas peut-être encourager, mais qu'on devrait encadrer sur le plan juridique et trouver des circonstances atténuantes. Alors, j'y reviendrai peut-être. Alors, professeur, le concubinage qui a du vent en poupe de nos jours, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Le concubinage, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est une réalité que les gens ont toujours vécu ainsi. Mais de manière informelle et de manière souterraine.
parce que les sociétés africaines n'ont jamais véritablement imaginé ce type d'existence. Et je voudrais peut-être, avant de poursuivre mon propos, dire tout de suite que je ne partage pas le point de vue de mon prédécesseur, le pasteur, parce que pour ma part, le mariage est une institution. Foucault, à son temps, avait déjà écrit un ouvrage en France pour dire qu'il faut protéger la société. Et protéger le mariage, c'est protéger la société. En réalité, ce n'est pas parce que les autres, dans l'appétit des corps, ailleurs, parce que le mariage, chez nous, n'est pas d'abord un problème de consommation des corps. Nous sommes dans un environnement, dans une trajectoire socio-culturelle qui est celle négro-africaine. Le mariage est d'abord voulu pour la préservation et la pérennité de l'espèce. Avant toute chose, et c'est pour cela qu'il apparaît comme étant une alliance entre deux, c'est sa seconde fonction, comme une alliance entre deux familles, entre deux communautés, qui permet, par le truchement de l'échange des femmes et des hommes, parce qu'on oublie très souvent cela, que lorsque la fille vient naître dans la famille qui la reçoit, le garçon aussi va naître dans la famille où il a pris femme. Et donc, à mon sens, nous ne pouvons pas galvauder la trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui, où la globalisation vient et où tout se met en crise et où nous sommes dans une sorte d'oppression culturelle qui nous invite nécessairement à adopter les modèles qui viennent d'ailleurs. Il serait mauvais, à mon sens, pour cette Afrique et ce Cameroun que nous appelons à construire au point d'articulation entre le local et le global, de céder aux modèles qui viennent d'ailleurs, parce qu'il ne restera plus rien de nos cultures à nous. Et donc, à mon sens, une fois que je l'ai dit, je voudrais vous dire que le concubinage, s'il est ancien, et qu'on a vu un certain nombre de personnes dans les sociétés africaines précoloniales vivre dans cette situation, c'était rarement de jeunes gens. C'était très souvent des gens qui avaient mené une vie tout à fait structurée et qui, par les pièges ou les chocs de la vie, s'étaient retrouvés dans une situation de reconstitution de leur existence. Ça pouvait être la femme comme ça pouvait être l'homme. Ça pouvait être des situations de veuvage comme ça pouvait être des situations de séparation. Je ne voudrais pas parler de divorce parce que nos sociétés traditionnelles ne connaissent pas le terme de divorce en réalité. Quand on parcourt la littérature anthropologique et autres, on ne trouve pas ces éléments là-dedans. On pouvait donc avoir ces éléments-là. Toujours est-il que il y a aujourd'hui une rupture avec ces formes de concubinage conjoncturelles que l'on connaissait, qui n'étaient pas des modèles, mais aujourd'hui on a une tendance, on a comme une impression que le concubinage a une tendance à se généraliser au point où dans certaines situations, il pourrait même concurrencer sérieusement l'institution du mariage. Si c'est ce modèle de société que nous voulons, en mon sens, je ne peux pas être complice de cette mise en sépulcre de nos traditions et de nos modèles de vie. Nous devons avoir quelque chose à apporter dans le concert des nations, et ce que nous avons à apporter, c'est aussi ces éléments culturels qui renvoient à la manière dont les gens doivent institutionnellement, structurellement et culturellement se mettre ensemble pour former un couple et une manière de vivre. Le dire n'est pas être fermé aux dynamiques qui viennent du dehors, mais en réalité demander aux dynamiques qui viennent du dehors d'apprendre elles aussi à s'articuler à nos invariants socioculturels.
Mais professeur, en parcourant les statistiques et même à l'échelle internationale, notamment en France où se trouve la co-panéliste Isabelle Nyassa-Obama, les statistiques démontrent que le concubinage qui n'était pas au devant de la scène là-bas a largement pris le devant, est largement revenu au devant de la scène. Et c'est le cas notamment au Cameroun. Qu'est-ce qui justifie cette acceptation sociale? Non, je ne pense pas que c'est une acceptation. Il faut faire une différence entre la tolérance et l'acceptation. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans une situation où ils sont, malgré eux, obligés d'admettre qu'un tel, il est dans ce modèle de vie, peut-être provisoirement, peut-être qu'il s'y est installé de manière définitive, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ont peur du mariage. Parce que le mariage demande d'assumer contractuellement un certain nombre de responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du mariage à ce niveau-là. Et en fait, il y a des gens qui ont peur de rêver, mais qui en réalité acceptent de dormir. Et c'est ça le drame de cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de fil en aiguille, s'y retrouver de cette manière. Les gens mettent très souvent au devant de la scène le facteur pauvreté. Et ça, je dis, la pauvreté a très bon dos. Pour qu'on explique tout par la précarité existentielle ambiante. Quand je regarde beaucoup de jeunes gens autour de nous et même dans la société, on se rend compte que c'est un problème de projet de vie que les gens se font. Et ce projet de vie que les gens se font, ils se mettent dans une perspective de se donner des moyens d'y aller. Et parfois, ce n'est pas nécessairement. Il faut aussi ajouter qu'en dehors de cette peur-là et de l'aspect financier, on ne peut pas évacuer totalement l'aspect pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans nos familles, la dot est devenue un facteur qui encourage les gens à vivre dans le célibat dans la logique traditionnelle. Parce que si on prend qu'il y a 3 types de célibat, on peut être marié du point de vue de l'état civil, que l'État vous connaît. On peut être aussi, et à ce niveau-là, si on n'a pas fait les diligences qui vont avec au niveau traditionnel, sur le plan traditionnel, on n'est pas au courant que vous êtes marié. Pour eux, il s'agit d'un concubinage. Vous pouvez être marié sur le plan traditionnel et sur le plan civil, et si au niveau, si vous êtes un chrétien ou quelqu'un qui est membre d'une église, si vous n'avez pas fait les diligences qui vont avec, pour l'église, vous êtes aussi quelqu'un qui n'est pas marié, vous demeurez un célibataire. Et donc, de mon point de vue, on ne peut pas mettre de côté l'aspect financier. Parce que justement, quand vous regardez le coût de la dot, de la compensation matrimoniale de part et d'autre, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de terrible. Vous voyez des gens qui vous demandent et des voitures, et des téléphones Android dernier cri, et bien des choses, qui découragent ceux qui ont bien la volonté d'y aller. Ça, il faut malheureusement pouvoir le dire. Mais toujours est-il que ce n'est pas la seule raison qui met en situation. Il y a maintenant, je crois que de mon point de vue, il faut globalement distinguer 2 types de concubinage. Il y a des gens qui sont installés dans un concubinage assumé et qui disent, nous, on va vivre comme ça jusqu'au bout. Et il y a d'autres qui sont là accidentellement et de manière conjoncturelle. C'est-à-dire que soit ils sont dans un processus où ils veulent se marier, soit un des conjoints sort d'une déception qui a conduit à un divorce ou, je ne sais pas moi, à la perte de la compagne ou du compagnon et entend refaire sa vie. Il faut distinguer ces éléments-là. Et de mon point de vue, cette seconde catégorie est une seconde catégorie qui demande en réalité qu'on leur prenne par la main pour amener ces gens-là à régulariser. Là, vous me rejoignez pour ça. Oui, à régulariser leur situation. Par contre, il y a des gens qui sont installés viscéralement, c'est-à-dire qui veulent jouir des plaisirs, des honneurs, du mariage, mais qui ne veulent pas assumer les responsabilités qui vont avec. Et à ce moment-là, à mon sens, il ne faut pas ouvrir la loi pour aider
les gens en se mettre en porte-à-faux avec la société. Il n'y a aucune société au monde qui ne soit pas organisée sur la base des lois, qui ne soit pas organisée sur la base des règles, sur la base des institutions. Sinon, en réalité, on devient une contre-société. Et à mon sens, ces éléments-là, il faut peut-être aider ceux-là. Et ceux qui se retrouvent dans cette situation, il faut probablement pas les aider, mais en réalité, les amener à s'assumer. Vous êtes entendu, professeur alors François Osama, écrivain, auteur notamment du Le mariage, un itinéraire de foi, perspective africaine, j'y arrive. Vous aussi qui êtes fondateur de l'association École des fiancés. Tout à l'heure, on écoutait en ligne notre panéliste depuis la France qui disait en quelque sorte que c'était le concubinage aller tête baissée, qui a une durée limitée, ce concubinage-là, et puis une situation pas très claire. Quel est votre avis ? Moi, je m'alignerais globalement sur ce que disait le professeur Abbé. Quel que soit le point de vue, si nous prenons le point de vue traditionnel, il a dit, dans les sociétés traditionnelles africaines, les concubinages sont découragés. Ce n'est pas des situations normales. Et j'aime souvent prendre le mot concubin. Dans ma langue, Iwondo, on dit bibouane. C'est très péjoratif. C'est presque une injure. N'est-ce pas? Donc, c'est des situations qui sont découragées. Quand vous traduisez le terme Ibouane, ça signifie que celui qui échoue à avoir quelque chose, c'est-à-dire qui n'arrive pas à l'avoir, au fond. Et vous vous rendez bien compte là que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand on fait même le partage, si on fait, tout le monde peut arriver à avoir son morceau, mais lui n'a pas. D'accord. Et effectivement, si nous parlons de concubinage, c'est par comparaison ou même par opposition au mariage. Et je crois qu'il a dit aussi, n'oublions jamais le caractère, le chrétien que je suis dit sacré. Mais en réalité, même du point de vue laïque, on comprend tous que le mariage est important pour la société. En réalité, toute société s'élabore à partir du mariage. C'est l'église domestique, comme nous disons dans l'église catholique. C'est le lieu où les enfants se socialisent. Mais le mariage ne peut remplir cette fonction que s'il repose sur un engagement, sur la perspective des droits et devoirs réciproques, s'il n'est pas laissé à l'arbitraire des époux. Et c'est ça le mariage. C'est qu'à un moment donné, la société reconnaît un état de vie entre un homme et une femme. Et cette reconnaissance-là ne laisse plus le mariage ou cette vie de couple à l'arbitraire des époux. C'est que, par exemple, dans le mariage, vous avez le devoir de cohabitation. Vous n'avez pas de choix, il faut cohabiter. C'est une exigence légale. C'est que vous n'avez pas dans le concubinage. Donc, je répète encore, ce n'est pas une question d'abord juridique. Si vous prenez la philosophie du droit matrimonial, c'est parce que le mariage est une institution, il a dit sociale, je dirais même socio-anthropologique. La société, c'est là-bas. Comment comprendre toutes ces personnes-là qui se revendiquent le concubinage? Il y a beaucoup de raisons, il y a énormément de raisons. Je vais pas, il a pris des raisons économiques avec la problématique de la dot, je ne vais pas y revenir. Mais il faut avouer aussi, il a dit, dans le contexte actuel, il y a une raison purement idéologique qui nous vient de l'Occident, c'est le rejet du mariage. Quand on parle de la crise du mariage, le rejet du mariage en tant qu'institution entre un homme et une femme, n'est-ce pas, en vue de transmettre la vie. Il y a un rejet et une union définitive. Le professeur Abel a dit, nous dans l'église catholique, nous parlons d'indissolubilité du mariage. Mais en réalité, on retrouve ça dans nos traditions africaines. Vous voyez, par exemple, je vais juste prendre, vous allez voir dans certaines, il y a des proverbes où on dit, nous donnons nos femmes, nous ne les reprenons pas. Et la dot s'achève avec le rite de l'accompagnement. Et qu'est-ce qu'on dit à la jeune fille? Ne regarde pas derrière. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de mystique, mais c'est pour lui dire, tu ne reviens pas. N'est-ce pas? Donc, le mariage est nécessaire à la société. La société a besoin de s'élaborer dans un cadre qui est stable, qui est protégé. Et le mariage accorde cette protection-là. Et les premières personnes protégées dans le mariage, pour répondre aussi à votre question, c'est la femme et les enfants.
Il y a des devoirs spécifiques sur les enfants, par exemple, dans le droit matrimonial. Il y a des obligations qui sont créées du fait de l'état matrimonial. Et je veux prendre l'exemple aussi pour terminer. La question, par exemple, qui est très importante, question d'ordre anthropologique, la question de la filiation. Le mariage est le cadre qui permet d'affirmer de manière vraisemblable la filiation des individus. Toute société s'organise à partir de la filiation. Et donc, vous avez le principe, par exemple, des présomptions de paternité, le délai de viduité. Tous ces principes-là font que le mariage est le lieu où la filiation est affirmée. En dehors du mariage, elle devient très incertaine. Et c'est pour ça que vous voyez, même dans des situations de concubinage, d'union libre, vous allez voir des rejets, des refus. N'est-ce pas? On refuse d'assumer une paternité, par exemple. Donc, le mariage a ses fonctions qui ne peuvent... Donc, j'ai parlé des raisons idéologiques. Il y a un rejet du mariage parce que la question de la liberté. Vous savez, on est dans une société où on a absolutisé la liberté. Et donc, beaucoup de jeunes, ceux qu'on encadre, voient le mariage comme une perte de liberté. Il y a même une question aussi psychologique. Il ne faut pas l'évacuer. Nous faisons de l'accompagnement. Il y a des personnes blessées, n'est-ce pas? Soit par des expériences personnelles, amoureuses personnelles, soit alors une histoire éducative, le contexte dans lequel ils ont grandi, et qui les amène à rejeter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut valider leur choix de vie, mais ces personnes ont besoin d'un accompagnement pour guérir de ces blessures qui les empêchent d'arriver à un engagement. Donc, il y a également cette raison. Et enfin, peut-être, je prendrai la question même aussi de la compréhension de ce qu'est le mariage. Et c'est pour évacuer aussi l'argument économique qui est souvent donné. J'ai parfois reçu des jeunes qui ont bien réussi, qui n'ont pas de difficultés particulières pour les garçons, n'est-ce pas, pour prendre femme. Mais une fois dans une formation, je nous disais, moi j'ai déjà mon travail, j'ai mon salaire, mais je dois construire ma maison avant de me marier. Et ce qui m'est venu en esprit, je le rappelle constamment aux jeunes. Je lui ai dit, mais le mariage, on ne construit pas tout pour se marier, on se marie pour construire ensemble. Et ça veut dire que même si on est parti d'un état de pauvreté, justement, on se met ensemble pour se soutenir et c'est ça le mariage, la notion d'aide. Il faut que je lui fasse une aide qui lui corresponde. Donc, on se met ensemble pour bâtir ensemble, pour construire ensemble. En accueillant aussi cette situation de difficultés, de précarité qui peuvent exister. Mais certains estiment qu'ils construisent mieux dans les unions libres, qu'ils sont heureux concrètement à ces mariés-là devant la loi. Par exemple, Maître, vous êtes sur ce plateau pour éclaircir notamment tous ces choix, concubinage, mariage, etc. Il se dirait que si le concubinage n'a pas n'a pas des avantages sur le plan de la loi notamment, je veux dire dans les textes qui existent, mais de manière jurisprudentielle, il produirait des effets. Le concubinage? Oui. En fait, ce que je vais dire déjà d'entrée de jeu, c'est que je suis d'accord pratiquement avec tout ce que mes devanciers ont dit, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mariage, c'est l'idéal. C'est l'idéal, tout le monde aimerait être marié. Mais la réalité est tout autre chose. La réalité est tout autre chose parce qu'il y a beaucoup de circonstances qui entrent en jeu. Parce que moi, je pense toujours que on dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. C'est des paramètres qu'il ne faut pas négliger. Pour revenir à votre question, je dirais qu'en matière de concubinage, on dit trompe qui peut. C'est une situation de fait. Jusqu'à présent, le droit ne prévoit rien. Même jusqu'aux fiançailles, le droit ne prévoit rien. Sauf si tu réussis à apporter la preuve que tu as subi un préjudice énorme justement pendant cette période de fiançailles. Certains... Oui, justement, la jurisprudence, oui, mais il faut réussir à prouver cela, ce n'est pas évident. Par contre, le mariage est une situation de droit qui donne lieu à certains avantages, qui donne lieu à une situation juridique qui est réglée par les tests, qui est géré par des tests, qui est encadré par des tests. C'est là que se trouve la plus grande différence. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention les autres panélistes, mais est-ce qu'on va forcer les gens à se marier? C'est pour cela que je dis que c'est l'idéal. L'idéal serait qu'on se marie, l'idéal serait que
on dit chacun fonde une famille et ainsi de suite. Mais c'est pas tout le monde. La loi jusqu'à présent n'impose pas n'impose pas le mariage. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation de se marier. Même dans les traditions africaines, c'est une obligation morale. C'est vrai qu'avant, dans le temps, quand tu n'étais pas marié, tu étais considéré comme un paria, peut-être jusqu'à présent aussi. Mais la loi en tant que telle n'oblige personne à se marier. Et c'est des choses qu'il faut connaître. Il n'interdit pas non plus le concubinage. Dans les traditions, c'est une obligation souple. Hein. La loi aussi n'interdit pas non plus le concubinage. Et ce qui n'est pas interdit est permis. Alors, les gens se mettent ensemble, peut-être parce que certains aussi ont choisi, comme le professeur l'a dit, parce que aussi certains ont peur du mariage. Et c'est un peu tout ça, l'embarras. C'est une situation assez complexe, une situation, je dirais même, un peu compliquée, parce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'idéal c'est d'être marié, sur le plan religieux, sur le plan juridique, c'est une institution. Personne ne va le nier. Mais maintenant, il y a des gens qui vivent le mariage comme un enfer. Les gens qui vivent le mariage comme un enfer. Il y a un musicien camerounais qui disait le mariage, c'est si de particulier que quand tu es dedans, tu veux sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer. Donc, c'est une situation assez complexe qu'il faudrait prendre avec beaucoup. Peut-être la question, c'est est-ce que quand on est en concubinage, on est dehors ou on est dedans? On n'est nulle part. Mais ceux qui sont en concubinage, oui, est-ce qu'on est dedans? Sur le plan de je vais dire c'est une situation de fait. Sur le plan de fait, il va te dire il est dedans. Sauf qu'il n'y a aucune sécurité juridique. Ce n'est protégé par aucun test. Ce n'est encadré par aucun test. Maintenant, s'il faut en créer, moi je ne partage pas cet avis. On va revenir. Je vous propose de mettre le cap sur Paris, notamment avec Isabelle Nyassa Obama qui s'impatiente de réagir sur ce plateau de Twilight. Alors, Madame Obama, vous êtes donc l'auteur de ce livre-là, évoqué le célibat n'est pas un échec. Mais dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à rédiger cet ouvrage-là? Je me suis aperçue que beaucoup trop de personnes se retrouvent dans le célibat, mais par contre, personne n'ose en parler parce que ça reste tabou. Quoi de mieux que clarifier ce que c'est réellement? Le célibat est un temps de grâce. C'est une seconde chance que la vie nous donne de rectifier les erreurs du passé, de bien se préparer avant d'entrer dans une suivante relation et surtout de prendre un temps d'introspection réelle. Là, il n'est pas question d'accumuler des temps d'introspection, mais de s'arrêter, de se dire stop, j'arrête de reproduire les mêmes erreurs. Pourquoi est-ce que je reproduis cela? Et commencer à travailler sur ces manquements, parce qu'on va en couple, ce n'est pas pour aller se faire compléter des manquements par l'autre, mais c'est pour être à l'aise avec l'autre. Pour moi, c'est pour encourager également des femmes qui se retrouvent dans le célibat à sortir du côté négatif qui est de la victimisation et de pouvoir entrer dans la construction et la reconstruction d'elles-mêmes pour pouvoir se sentir enfin à l'aise dans le célibat et prêt à pouvoir entrer dans une nouvelle relation. Voilà pourquoi est-ce que j'ai écrit cet ouvrage. Alors, le célibat n'est pas un échec, c'est une conclusion? Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de tomber, de rester là où on est tombé. Pour moi, je me dis que le célibat, tant qu'on est du côté négatif du célibat, on est dans l'échec. C'est-à-dire, on est là en train d'accuser tous les hommes. C'est la faute des hommes, c'est la faute de cet homme si ça n'a pas marché. Mais sauf que dans la relation, on était deux. C'est les actions des deux personnes qui ont mené à ce résultat. Mais tant qu'on est vraiment dans on est en train de pointer du doigt l'autre, on oublie que nous-mêmes, on a contribué. Tant qu'on est dans cet élan-là, on est dans le côté négatif. Vraiment, on est dans l'échec. Mais dès le moment où on fait une introspection, on se dit, OK, j'ai participé également à ce qu'on arrive à ce résultat. Pour moi, on commence à entrer dans le côté positif et là, on sort de l'échec.
on va commencer à revoir également les actions que nous avons menées. On va pouvoir pardonner à l'autre, comprendre l'autre aussi, nous pardonner nous-mêmes, ce qui est parfois difficile. Dès le moment où on arrive à se pardonner, on a comme une libération en fait en nous. On devient léger. Et c'est à ce moment où on entre du côté positif du célibat et on a comme l'impression que tout s'aligne devant nous, tout devient tellement plus lumineux devant nous, on n'est plus dans la victimisation, on n'est plus dans l'obscurité, on entre un peu dans la lumière. Donc, de ce côté-là, c'est ce que je veux mettre en avant, de sortir du côté négatif pour entrer du côté positif du célibat. Alors, professeur, de retour sur ce plateau, le célibat peut être une solution par rapport au concubinage ou alors le mariage. Quelle est l'option? Pour moi, le concubinage est une forme de célibat. Donc, quand vous me dites que est-ce que ça peut être une solution au célibat, non. Tous ces gens-là, y compris celui qui vit tout seul, comme celui ou celle qui s'est mise avec un homme ou un homme qui s'est mis pour moi, c'est des célibataires. Et pour la société, surtout, parce que moi, ce n'est pas moi qui apprécie s'ils le sont ou non. La société les enregistre en réalité comme étant des célibataires. Pour ma part, la solution ne peut être du choix entre le célibat et le concubinage. La solution serait du choix entre le célibat et le mariage. Parce qu'en mon sens, Maître disait tout à l'heure que il n'y a aucune obligation même dans les sociétés traditionnelles. J'ai repris en disant que il y a une obligation qui a un caractère doux. J'ai pas dit il y a des obligations morales. Morale. Oui, c'est même une obligation morale, qui va au-delà du côté c'est moral. Pas textuel. Quand vous dites que c'est pas textuel, je comprends que vous êtes dans une perspective du droit comme règle. Or, le droit, c'est aussi une institution. Et de ce point de vue-là, en tant que la règle de droit existe et que la règle de droit a créé également des contraintes et sur le plan... Je suis d'accord avec vous, professeur, mais est-ce que vous allez voir quelqu'un qui a été condamné ou sanctionné parce qu'il ne s'est pas marié? Oui, justement, dans nos sociétés traditionnelles, ça se voit. C'est l'idéal, c'est même l'idéal. Laissez-moi vous montrer. Au niveau de la pratique, laissez-moi vous montrer justement comment au niveau de nos sociétés traditionnelles, ça se sanctionne. Voyez-vous, de votre vivant, lorsqu'on doit décider d'un certain nombre de choses, dans votre communauté, quand vous n'êtes pas marié, on ne vous prend pas comme étant un individu responsable. Toutes les communautés camerounaises ont... Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas déconstruire ça? C'est pas moi qui pense. Je suis en train de vous dire, en attendant que vous veniez déconstruire. Marié sur quel plan, puisque vous avez dit à l'entame de vos propos, marié légalement n'est pas être marié. Nos sociétés traditionnelles enregistrent le mariage sous ces trois formes. Et davantage, d'abord, sur le plan traditionnel, qui généralement s'accompagne de tout temps. Aujourd'hui, quand vous allez dans les cérémonies de compensation matrimoniale, généralement, l'officier d'état civil n'est pas loin de là. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une concomitance dans ces éléments-là. Et donc, la question que vous me posez n'est pas un piège. Et je vous le disais que ça produit des effets au niveau du traitement que vous avez dans la société au quotidien. C'est-à-dire, on doit parler d'un certain nombre de choses. Ne soyez pas mariés, on ne vous prendra pas du tout au sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas vers vous que les gens viendront quand ils doivent prendre des décisions qui engagent leur vie ou qui engagent la communauté. Vous allez entendre toujours les gens vous dire... Professeur, c'est un construit. Non, c'est pas un construit. Je suis en train de vous dire sociétal qui peut être questionné. En attendant que vous changez. Moi, je vous dis pas forcément changer. Oui, il faut questionner. Je suis en train de vous dire qu'en attendant que vous remettiez en question ce qui est, pour l'instant là, dans l'ensemble des communautés camerounaises, vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce que je dis là s'observe. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité que vous acquérez dans la gestion des affaires d'intérêt commun dans votre société, que le célibataire ou le concubin n'aura pas. Et d'ailleurs, la prise de parole au niveau de la formation des décisions qui engagent la vie collective, on n'a pas très souvent besoin de son avis. Et donc, de ce point de vue-là, quand vous voulez en réalité exister d'une manière qui soit régulière par rapport à la société, vous vous rendez compte que ce n'est plus un choix, que ça devient une obligation pour vous de vous D'accord, marier. Vous êtes entendu. Laissez-moi achever. Même au niveau du traitement, une fois mort,
vous allez voir que le traitement des obsèques, des rites funéraires de celui qui était concubin ou qui était célibataire, concubin ou célibataire tout simplement, et de celui qui est marié, le marié a un traitement particulier. Chez nous, par exemple, moi je suis un étonne de la route de Kolala. On ne battra pas les tam-tams dans les obsèques de quelqu'un qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant, qui n'a pas fait, on considère qu'il a un certain nombre de hauts faits, qui mérite d'être célébré par ces tam-tams qui justement célèbrent les grands hommes. On ne le fera jamais pour le concubin, même s'il a eu un certain nombre d'enfants. On ne le fera pas. Ça veut dire que le mariage devient un élément de médiation qui vous oblige, selon la projection et le construit de soi que vous voulez vous-même projeter dans la société, à finir par vous marier. C'est d'ailleurs pour cela que je suis très très étonné par cette ouverture très charitable et généreuse vis-à-vis des modèles extravertis qui nous viennent d'Occident, qui nous disent non, il faut refaire vos sociétés pour nous ressembler. Bientôt, on nous dira aussi non, vous n'êtes même pas un homme, il faut vous imaginer comme étant une femme. Parce que si je suis le pasteur, c'est un peu vers cela qu'on va. C'est-à-dire que... Je n'ai jamais dit cela. On va le laisser s'exprimer. Je n'ai jamais dit cela. Oui, vous demandez de questionner. Je voudrais de questionner, même des choses qui sont... Professeur m'a donné la parole, j'aimerais m'exprimer. J'aimerais m'exprimer. Ceux qui me connaissent et qui me suivent à travers le petit écran, depuis 1993, je suis, permettez-moi le néologisme, dangereusement marié. Donc, 93 à maintenant, je suis un vieux marié, 6 fois grand-père. Et la posture que j'occupe dans une autre dimension, j'ai une corde pastorale et j'ai une corde journalistique que vous avez mis en bas. Donc, dans cette coulée-là, ça ne souffre de rien en termes de la défense et de l'institution qu'est le mariage. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais tout le monde sait que l'idéal, c'est d'arriver là. Mais vous, en tant que sociologue, la sociologie est transversale. Oui. OK? Et je prends du recul, comme ce journaliste aussi. Et je questionne un certain nombre de construits. Il y a un construit ecclésiastique. Il y a un construit social. Il y a un construit environnemental. Les éléments que vous citez, c'est des leviers discriminatoires. Qu'est-ce qui vous fait croire que parce que vous êtes célibataire, on vous manquera, on vous donnera pas le respect? Ça, nous sommes à la télé, nous devons corriger ça. Je vous parlais des faits. Moi-même, oui, j'arrive, professeur. Professeur, j'arrive. Je vous parle des faits. C'est des faits que vous mettez dans votre panier. Ils sont massifs dans notre société, là. J'arrive, professeur. Je puis vous dire déjà, je perdrai pas mes idées, que quand on questionne même l'antériorité du mariage, vous croyez que avant qu'il ne soit civil, parce que vous faites exprès d'enlever civil. Je suis contre le postmodernisme. Je suis contre l'homosexualité. Je ne m'en cache pas. Je suis contre, en tant que... C'est une autre corde, épistémologue. Je suis au parfum de tous les vents extérieurs qui viennent pour dévoyer, nous phagocyter. Je suis conscient. Mais soyons conscients, un temps soit peu, en rentrant dans l'antériorité du mariage. Vous croyez que le christianisme que vous citez, vous mettez en avant, que moi-même, je défends certaines offres du christianisme. Vous croyez que le mariage date du christianisme? Il date longtemps avant le christianisme. Des milliers d'années avant le christianisme. Je ne l'ai jamais dit. S'il vous plaît. Et à cette époque, il n'y a même pas le mariage civil. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte de mariage. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de ceci. J'ai rien contre les mères. Je salue mes mères en passant, mes amis mères. Je n'en veux pas à leur profession. La preuve est que quand moi, je dois boire le vin de ma fille, je bois le vin avec le maire à côté. C'est pour vous dire que sur ce plan, l'idéal est d'accéder au mariage. Mais quand on questionne l'antériorité, s'il vous plaît, tous les mariages sans exception sont des concubinages, quelque part. J'arrive. Ça a commencé dans un concubinage, même si ça a duré 1 minute, même si ça a duré 2 minutes. Moi, je parle de concubinage dans le sens pur, hein, pas dans le sens que la société a voulu donner. Parce que ce nom, aujourd'hui, est péjoratif. Quand on dit concubinage, moi, je refuse qu'on regarde les concubins avec des dents. Je sors en 5 secondes en disant que j'ai rencontré des gens
dans un état de concubinage avancé, ils me suivent. Et par cette approche andragogique et non pédagogique. Parce que l'andragogie est la pédagogie des vieux. J'ai réussi à gagner ces gens. Parfois, ça a pris du temps, 10, 15, 20 ans. J'ai réussi à les sortir du noir pour les amener à la lumière. C'est possible. Vous êtes entendu. On va marquer ne les regardons une pause plus dans négativement cette, parce qu'ils sont célibataires. Émission. Révérend, vous permettez une pause et après on revient sur Twilight et Maître. Certains affirment, et notamment les enquêtes de EDSC, que les textes en vigueur sur le mariage favorisent les unions libres sur le mariage. Les textes sur le mariage donc favorisent les unions libres entre autres causes, notamment à cause de l'âge minimum pour entrer en mariage qui est de 15 ans pour la fille, 18 ans pour le jeune homme, alors que d'un côté on voit que l'entrée en concubinage c'est de entre 12 et 24 ans. Oui, c'est ça tout le paradoxe. C'est ça tout le paradoxe parce que, comme le disait le professeur tantôt, le mariage, c'est une institution. Mais est-ce que vous pensez qu'à 12 ans, pour une fille, est-ce qu'on est capable de donner un consentement valable? Parce que pour le mariage aussi, il y a une question de consentement. Mais je dirais même que la loi a fait même beaucoup de déceptions en ce qui concerne le mariage. Parce qu'on autorise à une fille âgée de 15 ans, déjà de se marier, avec le consentement de ses parents. Et le garçon, pareil, après l'âge de 18 ans, avec le consentement aussi de ses parents. Alors que s'il faut prendre d'autres domaines de la vie, par exemple, responsabilité civile, responsabilité électorale, responsabilité pénale, c'est à partir de 18-21 ans. Moi, je pense qu'au niveau au niveau du mariage, on a fait beaucoup de déceptions. Parce que si, imaginez un enfant de 9 ans aujourd'hui, qui dit qu'il veut se marier, est-ce qu'il est conscient de ce que c'est que le mariage? Est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il connaît ce que c'est que le mariage? Donc moi, je pense que la loi n'a pas... Mais il n'est pas question de mariage ici, il est question de concubinage. Oui, ça c'est parce que vous avez posé la question de savoir que beaucoup se réfèrent au concubinage parce qu'ils estiment que la loi qui régit le mariage est un peu plus rude et rigide. Et c'est pour cela que j'ai répondu dans ce sens. Maintenant, en matière de vous parlez du concubinage, il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus curieux. Et l'avancée des télévisions, des novellas et tout ça n'aide pas à contenir cela. Et pour revenir sur le concubinage, je pense que vous m'avez interpellé tantôt en me demandant si le concubinage doit être légalisé, doit être reconnu par la loi. Bien que je sois contre le mariage à tout prix, bien que je sois contre le mariage à tout prix, parce que imaginez, dans certaines familles, on voit des enfants de 14, 15 ans qu'on envoie un mariage forcé avec des papas de peut-être 60, 80 ans. On voit comment ça se termine pour la majorité des cas. Je ne suis pas d'accord que le concubinage soit légalisé, parce que s'il est légalisé, ça va pousser les gens à rester dans ce statut-là. D'accord. Parce que si c'est une situation juridique déjà, les gens vont se rendre compte, ok, puisque nous avons déjà cette situation juridique, à quoi bon de se marier encore? C'est dit qu'il y aura des droits qui découleraient de cette situation. Je dis, si on le légalise, forcément, il y aura des droits qui vont découler de cette situation. Maintenant, l'idéal, et comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on soit marié. L'idéal, c'est le mariage, c'est une institution, ça c'est l'idéal. Mais maintenant, si vous légalisez déjà, si on reconnaît déjà le concubinage, ça veut dire que certains gens vont arriver à cet état-là, on s'arrête là, oui, on est concubin, on a droit peut-être à ceci, on a cela. Moi je pense, ça c'est mon point de vue, pasteur. Maintenant, vous aurez la parole, vous allez défendre avant d'aller le vôtre. Ligne. Bon, d'accord. Oui. Papa Osoma. Oui, moi je voulais... préciser, peut-être pour la bonne compréhension de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, je pense qu'il faut faire la différence entre le célibat et le concubinage. Nous parlons là du concubinage. Le célibat, au moins dans le contexte actuel, ce n'est pas toujours une situation choisie. On ne choisit pas. Et parfois, ça crée des drames psycho-affectifs qui ont besoin d'un accompagnement. Il ne faut pas stigmatiser des personnes célibataires. Moi, je plaide beaucoup, même dans le cas de la pastorale, pour que ces célibataires, je précise bien, aient un accompagnement. Parce que la société aussi stigmatise. Parfois, c'est surtout les femmes. En revanche, le concubinage, c'est un choix assumé, délibéré, de vivre une vie de cohabitation, mais sans engagement. Et c'est ce qui me pose problème. Pourquoi ces personnes vivent
de manière cohabitent. Oui. Cohabitent, j'insiste sur le mot cohabitation ici. Pourquoi ces personnes cohabitent et ne peuvent pas prendre un engagement en insistant sur le fait que le sens d'un engagement, c'est lorsque il est public, c'est là qu'il est opposable. Donc un engagement public, c'est parce que le mariage aussi, c'est la reconnaissance sociale. Je vous propose la réponse notamment de Isabelle Nyassa-Obama. Alors, dites-nous, François Osomba posait déjà la question et je la repose à vous. Beaucoup de personnes pensent notamment que le concubinage s'impose à la société. Et pourquoi? Quel est votre avis? Je pense qu'on est vraiment dans la précipitation à ce moment. Pourquoi je le dis? Les gens ne prennent plus le temps de rien. Les gens ne prennent vraiment plus le temps de rien. Le temps de se courtiser, de se faire courtiser, le temps de se connaître. Voilà, on saute beaucoup d'étapes, on va tellement vite on saute beaucoup d'étapes et à un moment donné, on se retrouve dans le concubinage. Beaucoup se plaignent également de manque d'argent pour pouvoir faire un mariage, faire une dot et autres. Mais pour moi, c'est pas une question de faire de l'argent, d'avoir de l'argent, mais c'est une question de volonté. Après, il y en a aussi certaines qui vont sortir de la famille juste parce qu'elles veulent partir de là. Mais elles ne se posent pas les vraies questions. Pourquoi je pars dans le concubinage? Est-ce que chez moi, dans la famille, on m'a chassé? Donc, parfois, c'est aussi la famine. En fait, les gens se précipitent dans le concubinage pour des mauvaises raisons, vraiment des très mauvaises raisons. Elles ne prennent pas le temps de faire les choses, elles ne prennent même pas le temps de pouvoir réfléchir sur le sujet. Et pour moi, je vois qu'il y a un manque de sérieux dans leur attitude. Et malheureusement, c'est ce qui conduit au fait que aujourd'hui, on a de plus en plus de couples qui s'éternisent dans le concubinage, ou alors, à un moment donné, ils font beaucoup d'enfants et l'avenir de ces enfants est, entre guillemets, en danger. Et en plus de ça, on arrive à des séparations très dures des années après. Et c'est à ce moment où on se rend compte qu'on aurait dû faire les choses différemment. Peut-on alors dans ce cas pencher la courbe ascendante du concubinage aujourd'hui? Oui, nous pouvons faire pencher la courbe grâce à la sensibilisation par nos médias. Alors, ce que vous faites déjà, et ça vraiment, je l'apprécie énormément, une grande sensibilisation sur le sujet. En parler, ça permet d'expliquer ce que c'est que le concubinage. Comme je disais dès le début, il y a beaucoup de phénomènes qui sont pas expliqués, qui fait que ça reste tabou. Il faut échanger sur le sujet, il faut sensibiliser sur le sujet. Des cas réels, ce serait mieux, des témoignages par des cas réels, ce serait encore meilleur. Avoir des personnes qui viennent parler de leur situation ouvertement aux yeux des personnes, ce serait génial. Il faut à un moment donné qu'on sorte du pointage de doigt des autres. En fait, on est là en train de pointer du doigt de ce que les autres font, mais savoir tirer les conseils donnés par ces personnes. Parce que lorsqu'on se met en avant, c'est pour permettre à des personnes de ne pas faire la même erreur que nous on aura fait. Donc, quelque part, je me dis que grâce vraiment à la sensibilisation massive dans nos églises, dans nos médias et dans nos familles également, à la présentation des cas réels et à la multiplication des témoignages, ça peut éveiller des consciences. Ça penchera la courbe. En quelques secondes notamment, quel est le sort des enfants nés en concubinage? Bon, disons que le sort des enfants nés en concubinage, depuis la Charte africaine des droits de l'enfant, est pratiquement le même que les enfants nés dans un mariage régulier. Parce que la Charte africaine des droits de l'enfant estimait que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant n'a pas demandé pourquoi est-ce que l'enfant va payer peut-être des erreurs des parents. Donc avant, et je pense jusqu'à présent selon la loi camerounaise, quand on devait parler de succession, les enfants nés issus de concubinage avaient droit à la moitié
de ce que les enfants, concubinat est reconnu, parce qu'il fallait qu'il soit reconnu et donc avoir le nom du père dans l'acte, avait droit à la moitié de ce qui revenait aux enfants légitimes. Aujourd'hui, la loi, le Cameroun a ratifié cette charte qui est au-dessus de la loi camerounaise, qui dit que l'enfant n'a pas, en fait, l'esprit, c'est que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant ne saurait être celui-là qui va payer des erreurs des parents. Et c'est pour cela qu'on a demandé, en fait, on a changé, la charte africaine des droits de l'homme dit aujourd'hui que l'enfant a droit au même titre que les enfants légitimes, à la même quote-part dans la succession. La même quotité dans la succession. Je pense que c'est la position actuelle. Mais c'est dit que le concubinage n'est pas tout à fait exempt d'avantages. Oui, il n'est pas tout à fait exempt d'avantages. Justement, mais pas pour les concubins. Beaucoup plus pour la conséquence de ce concubinage, les enfants. On se dit, ok, pourquoi l'enfant doit souffrir des errements des parents? Donc, et c'est pareil. Je vais prendre un autre exemple qui va dans le même sens. Et là, on va parler du bénéfice du mariage putatif. Par exemple, un homme qui est marié sur le régime monogamique et qui prend une deuxième femme sur le régime monogamique, c'est le mariage qui est nul, mais les enfants nés de ce mariage auront le bénéfice, ils vont avoir tous les bénéfices que les enfants légitimes ont eu. On parle du bénéfice du mariage putatif. Donc, alors, la logique maintenant voudrait pas que l'enfant soit sanctionné, parce que lui, il ne doit être en rien responsable des actes des adultes. Alors, en conclusion, concubinage, un choix valide de vie en couple, révérend? Je vais déjà apprécier l'intelligence de la belle dame que vous êtes. Parce que ça, c'est de la maïeutique socratique. J'ai beaucoup aimé cette question qui a poussé le maître à ses cordes pour entrer dans ce qui nous rassemble. Je ne ferai pas la gueule de bois. Le mariage, c'est l'idéal. Mais ces âmes-là, qui sont en concubinage, je suis désolé encore, monsieur l'écrivain, un célibataire est un concubin qui s'ignore ou qui fait semblant de s'ignorer et qui se cache. En 30 secondes. Je voudrais dire à tous les célibataires et à tous ceux-là qui sont dans les fouches codines peut-être du concubinage, qu'il y a meilleur à accepter le mariage civil, même s'il est contraignant, par la force de Dieu, ils peuvent y parvenir. D'accord. Je refuse qu'ils continuent à se sentir stigmatisés François Osama, en quelques secondes. Dans cette société. Je ne fais pas de jugement de valeur sur les concubins, mais je pense que le mariage est une institution qui est sacrée, qui a besoin d'un certain format pour remplir ses fonctions d'église domestique, de société de base. Maître. Oui, tout simplement pour dire que c'est une situation assez complexe parce que beaucoup de faits de vie peuvent justifier le concubinage. Il ne faut pas forcément condamner ceux qui ont fait ce choix. Et parfois, c'est même pas le choix, c'est imposé par les situations de la vie. D'accord. Professeur, en quelques secondes. Non, je vous dirais que le concubinage n'est pas un choix valide. Simplement parce que le mariage est une institution et il y a une tendance aujourd'hui à violenter les institutions, c'est-à-dire que les gens veulent habiter les institutions en s'émancipant des contraintes liées à ces institutions. D'accord, vous êtes entendus. Merci à tous les quatre d'être venus en présentiel sur ce plateau et notamment à Isabelle Nyassa Obama en ligne depuis la France. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. C'était Twilight, édition de ce lundi, de ce mercredi 25 septembre 2024. Nos programmes se poursuivent. Restez sur CRTV News.